Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure de direct. Comme chaque soir sur Alsace 20, on va parler cinéma ce soir avec un film, une comédie très réussie. Ça s'appelle Jusqu'ici, tout va bien. Son réalisateur Mohamed Hamidi sera sur ce plateau dans quelques instants. Ils sont en avant-première à l'UGC Ciné-Cité de Strasbourg avec Loïc Legendre et Anne-Elisabeth Blateau. On parlera sport évidemment comme chaque lundi avec Marine Zis, grosse page gymnastique dans cette émission. On parlera du top 12 du côté de Haguenau qui est en demi-finale de cette compétition et de la SIG bien sûr qui a soulevé le trophée de la Leaders Cup hier à Paris. La saison des Strasbourgeois s'illumine. On parlera également rugby, handball, basket, bobsleigh, snowboard, tout ça dans l'émission sport tout à l'heure. Et puis bien sûr, comme chaque lundi, Nicolas Riffel, le meilleur des tables alsaciennes du côté de Mulhouse. Cette fois-ci, direction l'auberge du zoo, côté cuisine et côté coulisses, bien sûr, avec Nicolas. Tout ça est au menu de ces 60 prochaines minutes. On commence, bien sûr, comme chaque soir, par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous, et à la une de ce JT, la nappe phréatique alsacienne est de plus en plus polluée. Les responsables, tout le monde. C'est ce qui ressort du dernier rapport de l'APRONA, l'association pour la protection de la nappe phréatique d'Alsace. Une baleine à Strasbourg, mais d'un genre un peu particulier. Sa spécialité est ramasser les déchets dans les rivières. Ses créateurs, une start-up locale. Et puis on partira à Haguenau, participer à des ateliers de découverte de la photographie et de l'illustration. C'est à destination des enfants et c'est juste pour les vacances. Mais pour commencer, en bref, suite à l'importante augmentation des actes antisémites en France et en Alsace l'an dernier, de nombreux rassemblements sont prévus demain en Alsace pour dénoncer ce phénomène. Plusieurs partis politiques sont notamment co-signataires d'un appel à la mobilisation. Ça se passera à 19h demain, place de la République à Strasbourg. Un rassemblement sans drapeau ni bannière. Et puis le consistoire israélite lui a lancé il y a une semaine son cri, un manifeste contre l'antisémitisme qui rassemble à l'heure actuelle plus de 4500 signatures. Dans le reste de l'actualité, l'eau des sous-sols alsaciens est de plus en plus polluée. Un nouveau rapport de l'APRONA, l'association pour la protection de la nappe phréatique de la plaine d'Alsace, publie des résultats alarmants sur la qualité de l'eau. Un état des lieux réalisé tous les 6 ans en partenariat avec la région Grand Est et l'agence de l'eau Rameuse. Alors comment surveille-t-on cette nappe phréatique? Réponse avec Camille Roland. Donc on fait descendre la sonde jusqu'au niveau d'eau. À partir du moment où ça va sonner, on va atteindre le niveau d'eau, on va lire la mesure au niveau du bord du piézomètre. Voilà. Avec cet appareil, Didier mesure le niveau de la nappe phréatique. Sur ce piézomètre, situé à Oberscheffolsheim, cet agent de l'APRONA, l'association pour la protection de la nappe phréatique de la plaine d'Alsace, réalise un prélèvement tous les 4 mois. Des données qu'il récupère ensuite avec un ordinateur portable. Sur ces points-là, on fait des mesures de niveau et également des mesures de température, des variations de la température de la nappe. Donc ici par exemple, on a une température de un peu moins de 12 degrés, ce qui est à peu près la moyenne sur la nappe d'Alsace. Les données récoltées permettent de tracer des cartes à l'échelle rhénane. Si les niveaux sont régulièrement relevés, la qualité est aussi évaluée. L'APRONA vient de publier une étude sur la pollution de la nappe phréatique et celle-ci inquiète. 44% des 800 points de mesure étudiés en Alsace dépassent les normes de potabilité. À l'origine de cette pollution, l'activité humaine. Nous connaissons déjà les pesticides et les nitrates, donc plutôt à utilisés dans le milieu agricole. Et nous avons donc pour la première fois relevé à cette échelle des pollutions d'origine plutôt domestique et industrielle. Il est déjà reconnu que l'activité agricole pollue fortement en nitrates et pesticides. Mais des nouvelles substances dangereuses pour la santé, provenant de médicaments, de produits désinfectants, de blanchiment ou encore des vêtements imperméables ont été retrouvées. Des pollutions d'origine domestique et industrielle. Il suffit, par exemple pour les industriels, dans un processus de fabrication quelconque, d'utiliser l'une de ces substances, que ces substances soient
lessivées par de l'eau donc de nettoyage ou bien dans un processus de fabrication. Donc, elles se retrouvent dans la station d'épuration qui n'est pas forcément dimensionnée pour abattre cette pollution et donc elle peut se retrouver dans le milieu naturel par ce biais-là. Si 80% de la population alsacienne est alimentée en eau potable par la nappe phréatique d'Alsace, le danger ne se trouve pas dans l'eau distribuée par le robinet, mais bien dans les ressources d'eau naturelles, mettant en péril la faune et la flore. C'est une baleine d'un genre un peu particulier que vous pourrez découvrir dans les eaux. Autour de Strasbourg, sa nourriture, les déchets. Après un premier essai dans le bassin d'Austerlitz, elle va prendre ses quartiers entre Ostwald et Illkirch. Adeline Piron. Les baleines nagent aussi dans les rivières. Sur la presqu'île Malraux à Strasbourg, un étrange animal flotte sur le bassin d'Austerlitz. Il s'agit d'un prototype baptisé River Whale. La start-up strasbourgeoise H2OP, à l'origine du projet, expérimente une machine pour capter les déchets plastiques dans les cours d'eau. En 9 jours, elle a déjà récupéré 31 kg de déchets, dont 26 kg de déchets ménagers et 5 kg de déchets verts. La baleine est un système passif, il n'y a absolument rien de mécanique, on n'utilise pas d'énergie thermique ou électrique, on utilise uniquement la force du courant qui est délivrée par le cours d'eau. Nous on tablait sur à peu près 2 kg au jour, donc on va dire sur cette période-là on s'attendait à 18 kg, on est quasiment au double, donc on est très impressionné par la quantité de déchets plastiques. Ça valide effectivement notre concept, à savoir qu'il y a une réelle utilité à la baleine des rivières dans nos cours d'eau pour pouvoir les entretenir, pour pouvoir les dépolluer et aussi protéger nos océans. À terme, le collecteur devrait fonctionner 365 jours par an, 24 heures sur 24, le tout sans motorisation. Seuls les courants permettent à la bête de se déplacer et de collecter les déchets. L'Eurométropole de Strasbourg soutient la start-up dans sa démarche. La grande idée pour moi qui était intéressante, c'est le fait de ne plus polluer nos océans complètement en amont, puisqu'on sait que le plastique, tout doucement, quand il va vers l'océan, va se dégrader. Donc après, il est encore beaucoup plus difficile de le récupérer. Donc le récupérer déjà en amont, c'était intéressant. Et Strasbourg est loin de l'océan. Et ça va permettre aussi de sensibiliser les gens qui verront cette baleine de rivière au fait de ne pas jeter ces déchets, que ce soit dans l'eau ou sur les bordures. Parce qu'on voit que des déchets de bordure se retrouvent dans l'eau par le vent ou par des effets de crue ou ce genre de choses. Dans quelques jours, la baleine rejoindra l'île et c'est dans une entreprise du Jura que la version finale en plastique recyclé verra le jour. H2OP estime que l'agglomération aurait besoin d'une 50aine de collecteurs pour atteindre un taux de valorisation proche des 80%. Les vacances sont souvent l'occasion pour les enfants de découvrir de nouvelles disciplines. À Haguenau, une poignée d'entre eux ont porté un nouveau regard sur leur ville grâce à la photographie et à l'illustration, Fanny Kunz. Machines, robots, engrenages, scénarios et storyboard. Un groupe de jeunes s'essaye au dessin et porte un regard différent sur la ville de Haguenau. Accompagnés par l'illustrateur de bande dessinée Jean-Louis Thouard, les jeunes se laissent guider par leur imagination. L'idée, réaliser un carnet de voyage qui revisite l'architecture de la ville alsacienne sous l'angle du mouvement artistique steampunk, un mouvement initié entre autres par Jules Verne. Les participants ont choisi des bâtiments de Haguenau qui leur paraissaient emblématiques. Globalement, c'est vrai que ça tourne autour du Haguenau médiéval. Le principe est de proposer un futur avec des éléments de l'ère industrielle, donc des architectures en briques, des engrenages métalliques qui donnent un look rétro-futuriste à la ville. Le Grand Manège, le théâtre, le quai des pêcheurs, la ville de Haguenau offre aux jeunes dessinateurs tout un tas de monuments à revisiter. Pour Simon et Mathis, le choix architectural a été facile. J'ai dessiné le monument aux morts. Mon idée de départ, c'était de mettre un dôme au-dessus et des tuyaux à la place des piliers en grès. Je me suis basée sur déjà plusieurs monuments. Le Grand Manège, le musée historique. L'architecture du Grand Manège, elle ressemble beaucoup à, par exemple, des usines de l'époque victorienne. Donc c'était parfait pour s'accorder ensemble. La médiathèque de Haguenau propose régulièrement des ateliers et ce trimestre, c'était la thématique de la ville qu'elle souhaitait développer.
Ce qui nous paraissait intéressant, c'était de travailler à la fois sur la ville de Haguenau et de réussir à la mêler finalement à l'univers des histoires et du graphisme. Les carnets de voyage imaginaires autour de la ville de Haguenau devraient bientôt être exposés. Pour finir les vacances en beauté, les enfants pourront se rendre en pyjama à la médiathèque vendredi 22 février à 19h pour une soirée cinéma. Ils pourront être accompagnés de leur doudou. Les femmes étaient à l'honneur du salon Wine Paris. L'association Femmes de Vin y a célébré ses 10 ans et parmi elles, des vigneronnes alsaciennes des Divines d'Alsace, Nora Boriois. Faire parler du vin, mais surtout de celles qui le font, c'est l'objectif de Femmes de Vin. Après 10 ans d'existence, cette association rassemble plus de 200 domaines français autour de valeurs comme l'échange, l'entraide et la pédagogie. On n'est pas du tout une association féministe. L'association, simplement, met vraiment clairement le focus sur le fait que les femmes sont de plus en plus nombreuses dans ce milieu du vin, sont aussi maintenant des gérantes, des responsables d'exploitation. Et ça, pas de façon forcée, mais c'est des choix et c'est par passion qu'on fait ce métier-là. Et les femmes du milieu viticole alsacien ont aussi leur groupe depuis 8 ans. Elles s'appellent les Divines d'Alsace. Parmi la cinquantaine de membres, Dominique Schöneitz qui travaille depuis 38 ans dans les vignes aux côtés de son mari dans la vallée de Münster. On ne joue pas individuel, on joue vraiment toujours très collectif. Je pense que ça donne plus de force de se sentir comme ça en collectif. Et puis ça montre une autre image aux consommateurs, aux professionnels, qu'on est capable de bien s'entendre pour œuvrer pour une appellation. Le 26 avril prochain, les Divines d'Alsace organisent à Strasbourg Divine Essence, où elles proposeront au public d'aller à la rencontre des vins d'Alsace et leurs accords gourmands. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. On termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée d'Oliviane. La SIG qui remporte la Leaders Cup, quel rapport avec les élections municipales à Strasbourg, me direz-vous ? Eh bien, il suffit de voir la précipitation avec laquelle les candidats déclarés ou présumés s'en sont félicités sur les réseaux sociaux. Par ordre d'apparition à l'écran, vous allez trouver Robert Herrmann, Alain Fontanelle, Philippe Bis, Roland Ries et Fabienne Keller. On laisse encore quelques heures aux deux Jean-Philippe, Morer et Vetter, pour rattraper leurs camarades dans les louanges. Merci beaucoup Anna pour ce JT, puis on reviendra bien sûr sur cette victoire de la SIG à la Leaders Cup tout à l'heure avec Marine Zis, que nous accueillons avec les invités de la première partie de cette émission. Mohamed Hamidi, on va parler cinéma, venez vous installer. Anne-Elisabeth Blateau, Loïc Legendre pour le film Jusqu'ici, tout va bien. C'est une avant-première au Ciné-Cité de Strasbourg ce soir à 20h, on en parle dans un instant, juste après la météo de Célia. Le Salon des vins et vignerons indépendants, c'est le vignoble au cœur de vos villes, à Strasbourg-Vacannes du 22 au 25 février. Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et un excellent lundi ensoleillé. On regarde ce que nous réserve le temps en ce mardi. Et c'est un temps beaucoup plus nuageux qui nous attend. Regardez, des nuages prévus sur l'ensemble du Bas-Rhin, également beaucoup de nuages prévus sur le Haut-Rhin avec tout de même pas mal de passages d'éclaircies. Les températures, quant à elles, en ce mardi matin, elles restent plutôt fraîches. Regardez qu'on comptera 4 degrés du côté de Strasbourg ou encore de Wissembourg, 3 degrés pour l'ensemble du Haut-Rhin, 5 degrés la maximale du territoire alsacien. Ce sera pour Saverne. L'après-midi, les nuages gagnent du terrain. Ce sera une région complètement couverte sur les nuages, vous le voyez, la région du Bade-Wurtemberg. De même quelques gouttes de pluie prévues du côté de Karlsruhe. Les températures ne sont pas mauvaises. Elles restent très agréables pour la saison, même si elles sont en baisse, bien sûr, par rapport à ce week-end. Comptez 11 degrés sur Strasbourg, Wissembourg ou encore Saverne. 12 degrés la maximale du territoire alsacien, ce sera pour Colmar. Comptez 11 degrés également du côté de Mulhouse. Voici tout de suite vos prévisions de mercredi et on retrouvera pas mal de soleil. Un grand soleil prévu notamment sur le Haut-Rhin ainsi que dans le nord de la Suisse. Le reste du territoire comptera pas mal de passages nuageux, mais avec tout de même pas mal d'éclaircies également. Comptez 11 à 13 degrés de maximale mercredi après-midi sur l'Alsace, entre 10 et 12 degrés pour la région du Bade-Wurtemberg, 13 degrés prévus du côté de Bâle. Mardi, nous serons le 19 février et nous fêterons tous les Gabins. Le soleil se lèvera à 7h30 pour se recoucher à 17h56 et on gagnera 3 petites minutes de soleil. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20 et je vous laisse avec Sada dès demain. Salut!
Le Salon des vins et vignerons indépendants, c'est le vignoble au cœur de Vauville, à Strasbourg-Vacannes du 22 au 25 février. Et on va parler cinéma ce soir avec l'équipe du film Jusqu'ici, tout va bien. Bonsoir Mohamed Hamidi, pardon. Bonsoir. Avec deux de vos acteurs, Loïc Legendre, Anne-Elisabeth Plateau. Bienvenue. Bonsoir. Merci. Ça s'appelle Jusqu'ici, tout va bien. C'est en avant-première donc à l'UGC Cinécité de Strasbourg ce lundi soir sur les écrans, dans une dizaine de jours, le mercredi 27. Jusqu'ici, tout va bien. On va regarder la bande-annonce dans un instant. Il y a un clin d'œil, évidemment, ça se passe en banlieue. Moi, ça m'a fait penser évidemment au film Line, qui est peut-être le film le plus célèbre, emblématique sur la banlieue française. C'est quoi? C'est un clin d'œil? C'est un contre-pied? C'est une référence? Non, c'est une référence. Je vous avoue que c'était pas le choix de départ. Enfin, au départ, ça s'appelait Zone Franche, et on trouvait le titre un peu froid. Et puis quand on a cherché un titre un peu plus comédie, qui corresponde un peu à l'histoire aussi et au personnage de Gilles Lelouch, qui est un chef d'entreprise qui est un jusqu'au boutiste, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on lui propose des choses, il y va, il essaie de sortir sa boîte. Et cette phrase est sortie, effectivement, je me suis dit que ça faisait référence à La Haine, un vrai film fondateur sur la banlieue, donc ça tombait bien. Vous le revendiquez donc quelque part. Ah, parfaitement. Complètement. Donc là c'est une comédie, clairement. On regarde la bande-annonce dans un instant. Gilles Lelouch dont vous parliez, alias Fred dans le film, chef, responsable d'une boîte de com branchée, se retrouve obligé de déménager sa boîte du centre de Paris à la Courneuve. Regardez. Vous devez à l'administration fiscale 1 750 000 €. Faut que je les paye. On déménage. Moi, je te suis au bout du monde. À la Courneuve. Ah oui, quand même. Oh, putain! Vous faites quoi, là? Je sais pas, il me fait peur, lui aussi, là. Vous êtes maître chien, vous avez peur des chiens. Donnez-lui ça. Aidez-le plutôt. C'est pas pour vous. Je vous présente Samy qui a la gentillesse de nous faire visiter la Courneuve. Elodie. Samy. Bon. Samy, on y va? Vous devez avoir au moins 4 nouvelles recrues dans la zone franche. Ouais, j'ai besoin de monde, là. Mais non, pas pour une bagarre, pour du travail. Un DUT informatique, institut technologique, master en engineering informatique. Qu'est-ce que vous faites chez McDo? Je comprends pas. C'est les seuls qui m'ont pris, en fait. J'ai envoyé des centaines de CV, mais à part des stages, j'ai rien trouvé. Hey, attends, comme t'as trouvé du travail, tu as acheté des chemises. Enfin, je peux pas mettre 2 €. Ah ouais! 2 €. Voilà. Regarde, rouge, bleu, jaune, vert. Magnifique. On a un petit souci avec la banque. Ils veulent pas nous suivre. Mais c'est pas un petit souci, ça. Ah oui, c'est très grave. Je sais pas d'où il vient cet argent. Quand tu vas à la banque, toi, tu demandes d'où il vient le pognon? Non. Maintenant, c'est une fille, vous plaît. Vous pouvez faire ce son-là. Je vois. Quand on est arrivé ici, on pensait que ce serait compliqué. Enfin, moi, je pensais que ce serait compliqué. Et finalement, c'est formidable. Alors là, la cohabitation, ça se passe bien? Oui. Fais juste attention à pas laisser traîner nos affaires, quoi. Jusqu'ici tout va bien, ça sort le 27 février. Ouais, c'est ça. Je vous le conseille, j'ai passé un très bon moment, moi j'ai beaucoup ri en tout cas. Primé déjà, prix du public au festival de films de comédie de l'Alpe d'Huez. Ça joue évidemment sur de nombreux clichés ou lieux communs qu'on peut avoir sur la banlieue. Comment on se situe par rapport à ces clichés? On leur tord le cou, on en joue, on se base dessus? Moi, j'aime pas parler de clichés, je parle plutôt de préjugés, en fait. Parce que c'est des préjugés, et la vérité est faite de préjugés. Et en fait, on a une équipe parisienne qui arrive en banlieue, effectivement, avec des préjugés sur comment se comportent les gens, est-ce qu'ils vont être agressifs ou pas, est-ce qu'ils vont vouloir bosser ou pas. Et là, ils sont obligés de s'installer, donc ils sont obligés de vivre avec les gens, et ils se rendent compte finalement que c'est des gens comme tout le monde, quoi. Sauf qu'ils vivent à 10 km de Paris, séparés par le périph', mais que c'est des gens qui ont envie de s'en sortir, de bosser, d'avoir une famille, un boulot, un appart, voilà. L'équipe autour de Gilles Lelouch, de Fred dans le film, Anne-Elisabeth Plateau, vous êtes la comptable. Vous, à Paris ou en banlieue, ça change rien? Vous êtes, votre personnage, il est perché de toute façon? C'est bien la preuve que ça change rien, en fait. C'est quand même plutôt une bobo qu'effectivement une habitante de la Courneuve, mais elle essaye d'être très très positive. Donc la Courneuve, pourquoi pas? Elle est perchée, mais les autres ont une réaction quand même un petit peu plus tendue par rapport à ce déménagement. Petite appréhension, par exemple. Oui, c'est votre vanne qui tombe un petit peu à plat à la fin de la bande-annonce. Là, on fait attention à cacher nos affaires, à pas laisser nos affaires. Il y a un peu de ça. Oui, ça résume bien le personnage, ça. Il dit les choses comme il les pense. C'est ça, oui. Il est premier degré. Il parle et il réfléchit après.
Ça vous a collé tout de suite, tourner en banlieue, jouer sur le personnage, c'était sur le même registre ou vous-même où il y avait une... Ah, moi-même, non, c'est vraiment le personnage. Moi, tout va très bien, j'ai aucun problème avec... non, mais tout est bien, tous les personnages sont bien dessinés, bien écrits, c'est vraiment au niveau du scénario, c'est très clair tout ça, pour nous. Il y a des choses, Mohamed Hamidi, que vous vouliez mettre dans ce film, la fille qu'on voit dans la bande-annonce qui bosse au McDo alors qu'elle est surdiplômée, que du coup elle est engagée dans la boîte, c'est pas un préjugé ni un cliché, ça existe. C'est la vérité. Franchement, il n'y a rien qui est dans ce film qui n'existe pas, à part le fait que quand on triche avec les impôts, on paye juste. Et il n'y a pas d'arrangement de ce type-là. Et moi, ce que j'aimerais justement, c'est qu'il y ait ce genre de punition. Plutôt que de condamner les gens qui trichent comme ça sur des fausses adresses en banlieue, je préférerais qu'on les envoie vraiment. C'est une espèce de travaux d'intérêt généraux, en fait. Si on les envoyait comme ça, aller s'installer en banlieue, vraiment pour payer leurs fautes, et ben ce serait finalement plus positif, quoi. Mais Mariama, oui, elle a un bac+5, elle trouve pas de boulot, elle bosse au McDo. C'est le cas de centaines de jeunes qui vivent en banlieue et qui ne trouvent pas de boulot, malgré leur diplôme. C'est un milieu, c'est quelque chose que vous connaissez bien évidemment, vous avez été enseignant, vous avez été milité dans des associations justement pour l'insertion des jeunes de banlieue, vous avez été l'un des fondateurs du Bondi Blog aussi. Ce rôle de réalisateur aujourd'hui, c'est quoi ? Il y a une forme de prolongement, c'est la même démarche quelque part ? Moi je continue, en fait j'ai l'impression à travers mes films de continuer à militer, hein. En vérité, j'ai été effectivement militant associatif et je le suis toujours. En essayant de changer, moi j'essaie de faire en sorte que les gens vivent mieux ensemble. Et venant de banlieue, j'ai essayé longtemps de faire en sorte que les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs qui viennent de banlieue, soient un peu mieux acceptés dans la société. On l'a fait à travers les médias, à travers l'école, à travers l'animation, la culture. Et aujourd'hui, je trouve que le cinéma, ça a encore une plus grosse portée, une plus grosse ampleur, parce que c'est des messages qui passent vers des milliers, voire des millions de personnes. Et c'est finalement plus efficace. Vous êtes sur le même registre, Anne-Elisabeth Blateau. C'est même dans une comédie, même si vous faites plein d'autres choses à côté, il y a cette dimension quand on fait un film comme ça sur la banlieue avec Mohamed Hamidi. Oui, moi par exemple, je vais parler de mon expérience personnelle, mais c'est vrai que j'ai fait 16e Montreuil. Voilà. C'est déjà un voyage. Voilà, c'est un peu le... Elle était qualifiée pour le rôle. Et non, mais parce que je revenais sur ce qu'on disait sur c'est des clichés, mais j'ai déménagé il n'y a pas très très longtemps et j'entendais des choses comme la phrase de Gilou, j'ai entendu des choses complètement dingues. Je me dis mais c'est pas possible, vous pensez pas ça vraiment ? Moi je ne le pensais pas du tout, mais on entend ça. Donc il faut bien essayer de leur montrer que c'est pas ça la banlieue, qu'il faut y aller pour s'en rendre compte. Ça s'appelle Jusqu'ici tout va bien. Loïc Legendre, pour finir, c'est pareil, vous êtes fait plaisir dans ce film d'être dans ce rôle, même si oui, complètement. Vous êtes celui à qui on a envie de jeter des pierres. Mais c'est ça qui est assez agréable à jouer, c'est plutôt jouissif à faire ce genre de personnage. Non, mais ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'effectivement tous les personnages sont hauts en couleur en vérité. Donc aussi bien les personnages de la cité, de la Courneuve, que les personnages de la boîte. Et ce que ça montre, c'est qu'on a tous un peu notre originalité, nos travers. Certains sont branchés sur le bouddhisme, d'autres sont un peu comme ça, un peu bruts de décoffrage. Voilà, donc tous ces personnages-là, avec leurs particularités, se mettent à bosser ensemble. Il y a toujours une alchimie à c'est faire. C'est ce qui fait la comédie. Voilà, moi ce que je crois avant tout, c'est que d'où qu'on vienne, voilà, je veux dire, la personnalité qu'on a, elle se forge avec son éducation, sa culture, et qu'on ait grandi à Bondy, à Paris ou à Marseille. L'important, c'est ce qu'on nous inculque comme valeur, quoi. Ça, c'est un beau message pour faire il faut finir là-dessus en fait. We are the world. On peut se tenir la main et chanter. Exactement, ça s'appelle Jusqu'ici tout va bien. C'est en avant-première, il faut courir très vite à l'avant-première au Ciné-Cité de Strasbourg ce soir. Ah oui, c'est maintenant. Sinon, le 27 février dans toutes les salles. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Merci. Bon vent à ce film et avec Marine, vous restez là. On parle sport dans un instant, juste après cette page de pub. Et c'est l'heure du sport comme chaque lundi soir, et c'est avec Marine Zis. Bonsoir à tous et au sommaire ce soir, un joli trophée ramené par des Strasbourgeois depuis la Leaders Cup qui se passait à Disneyland. On parlera aussi bobsleigh, hockey, football, etc. On passera notamment par le handball féminin et puis un derby masculin.
Et puis, vous connaissez sûrement le top 14 au rugby. Eh bien, en gymnastique, il y a le top 12. On en parle ce soir avec nos invités. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir, Camille Ball, gymnaste du club de Haguenau et l'entraîneur juste à côté, Kelly Kessler. Bienvenue à toutes les deux. On continue, on parlera bien sûr de la gym tout à l'heure, Mathieu. Tout à fait. Bon, on commence avec... C'est pour vous faire plaisir, Marine du basket, avec le trophée ramené par les gars de la SIG à la Leaders Cup. Oui, ça se passait au parc d'attractions Disneyland à Paris. Un tournoi qui réunit les 8 meilleures équipes à ce stade-là du championnat. Strasbourg qui a remporté d'abord le quart de finale face à Dijon, puis les demi contre Limoges et qui s'est retrouvé ensuite en finale contre Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse qui a attaqué fort ce match. Regardez ces images. La SIG rapidement été distancée, 9-21 à la 7e minute de jeu, avec ici à l'image Zach White qui est passé par Strasbourg. Et puis au contre-attaque, ce panier à 3 points au buzzer qui laisse Strasbourg à 8 points à la mi-temps. Mais les joueurs de Vincent Collet se réveillent avec un festival à 3 points. Mike Green qui en a marqué 26. Et puis ici, première tentative, et ben non, c'est loupé. La deuxième par Jarrell Eddy qui a aussi marqué 26 points, 7 sur 10 à 3 points. Bourg qui s'accroche avec notamment ce panier au buzzer à 3 points qui rentre, mais ça ne suffit pas. La SIG l'emporte bel et bien d'1 point, 98-97. Strasbourg qui avait remporté le trophée en 2015, ensuite c'était Monaco, 3 années de suite. Strasbourg a donc ramené la coupe à la maison, comme ils aiment bien le dire sur les réseaux sociaux, pour la 2e fois de l'histoire du club. Un trophée qui fait du bien à l'équipe après une série noire. La SIG avait cumulé 9 défaites sur les 13 derniers matchs avant d'arriver à Disneyland Paris. Donc la joie forcément des joueurs. Le prochain match pour les Sigmen, ce sera en championnat contre Le Mans, le 2 mars, avec peut-être, Mathieu, l'arrivée d'un meneur d'ici là. Oui, les effectifs encore renforcés, mais en tout cas, belle perf de la SIG qui n'était pas du tout favorite sur ce coup-là. D'autres Alsaciens ont performé ce week-end. Je vous emmène, c'est dans le sport d'hiver, là carrément, il s'appelle Romain Heinrich. Regardez, ça se passait à Lake Placid aux États-Unis. Il s'agit de bobsleigh. Romain Heinrich, c'est le pilote, celui qui est devant, casque blanc sur cette descente. Et le Français, avec son coéquipier Dorian Hauterville, a réalisé une superbe performance pour la première fois de leur carrière. Ils sont sur un podium lors d'une épreuve de Coupe du Monde. 2e place après les 2 manches de ce week-end, à 28 centièmes seulement des Allemands champions olympiques. Premier podium en Coupe du Monde donc pour Romain Heinrich, 29 ans, déjà 3e avec le même partenaire au championnat d'Europe il y a quelques semaines. Ça valide les gros progrès de ce binôme et tous les espoirs sont permis parce qu'il y a encore une étape de Coupe du Monde et il y a surtout les championnats du monde à Whistler au Canada dans 2 semaines. Romain Heinrich, en tout cas le nouveau grand nom du bob français, a confirmé. Et puis l'autre Alsacien qui a performé de l'autre côté de la planète, direction Pyeongchang en Corée du Sud, il s'appelle Sylvain Dufour, c'est le snowboarder de l'avancelle, c'est du géant parallèle évidemment, il est sur le parcours rouge au 2e plan, il est même en avance en finale de ce géant parallèle donc de Pyeongchang. C'est la piste des JO en Corée de l'an dernier où ça s'était pas très bien passé, lui qui était aux Jeux Olympiques. Il sera devancé finalement par l'Autrichien Promeger qui s'impose, mais 2e place. Ça fait longtemps que Sylvain Dufour n'était pas monté sur un podium en Coupe du Monde, lui qui était vainqueur de la Coupe du Monde en 2014. Il s'incline dans cette finale, mais en tout cas, après un début de saison difficile, ça lui met un petit peu de baume sur le cœur. 10e podium de sa carrière en Coupe du Monde, c'est mieux. On retourne au show, Mathieu, avec du handball. C'était un derby ce week-end entre l'ESAB Strasbourg-Schiltigheim et Célestat, les 2 équipes qui étaient au coude à coude avant le match. C'est Célestat qui avait remporté le derby à l'aller. Là, c'était donc parti pour le match retour. Début de match équilibré, les 2 équipes sont à égalité, 6-6 à la 9e. Mais Célestat va distancer les Strasbourgeois, 17 à la 15e, puis 13-8 à la 21e et 18-13 à la pause. Célestat continue de creuser l'écart ensuite, 20-13 à la 34e. Mais les Sables ne se laissent pas faire et haussent le ton en s'appuyant notamment sur son gardien. Là d'abord les joueurs de champ qui vont marquer. Et puis le gardien d'en face qui est passé par Célestat, Duchesne donc, 22 arrêts pour lui. Les Strasbourgeois reviennent à 2 buts à la 45e et égalisent même 2 minutes plus tard. Mais Célestat parvient à garder à distance de quelques buts, 32-30 à la 56e. Mais rien n'est fini, avec notamment un dernier but dans les dernières minutes pour Strasbourg, mais ça ne suffit pas. Célestat l'emporte 32-31. Forcément, les joueurs de Strasbourg qui sont déçus. Célestat qui se retrouve donc 8e du championnat et Strasbourg 11e. Écoutez les réactions des 2 équipes qui sont mitigées après le match. Sur les 20 dernières minutes de la première mi-temps, on a baissé en intensité, en niveau d'engagement. Donc du coup, il n'y a rien qui fonctionne quand c'est comme ça. Et c'est ce qu'on a su retrouver en deuxième mi-temps. Beaucoup d'engagement.
Beaucoup d'intensité, les gars ont joué les coups à fond, ils ont défendu fort. Et ouais, il manquait pas grand-chose. On avait joué aussi au match aller, c'était compliqué, on sait qu'il lâche rien, c'est une belle équipe. Hein. Là, franchement, on a fait une bonne première mi-temps. En seconde mi-temps, on se repose un peu sur nos lauriers. Ça, c'est un truc qu'il faudra qu'on revoie parce que là, c'est pas normal. Mais bon, on va retenir la victoire ce soir. Allez, la suite de la saison, on suivra ça bien sûr pour les deux clubs alsaciens de Pro League et puis à la page football. Le Racing était en déplacement à Caen ce dimanche après-midi. Regardez, si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas raté grand-chose. Petit 0-0, Matzels en première mi-temps qui sauve la baraque côté alsacien après 2 défaites consécutives. Les Alsaciens ont plutôt bien réagi, ça a été quand même plutôt costaud derrière. Adrien Thomasson sur cette frappe aurait pu éventuellement ouvrir le score. On est en deuxième mi-temps. Pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent. La belle tête de Benjamin Cornier, la belle envolée pour la photo de Samba. Et puis la meilleure occasion alsacienne un petit peu plus tard sur cette frappe de Lebo Motiba contrée qui va revenir sur Fofana qui en 2 temps a une bonne opportunité mais tire sur le gardien. 0-0, le deuxième de la saison seulement pour le Racing qui est 9e au classement dans un milieu de tableau, vous le voyez, très très dense. Le rendez-vous de cette semaine pour les hommes de Thierry Lauré, la réception de Lille, le 2e du championnat, ça sera ce vendredi 20h45 à la Méno. On passe à la gym, Marine. Allez, ça y est, Allez, on y va c'est avec parti. nos invités, hein, bien sûr, Kelly Kessler, entraîneur du club d'Agno, et puis gymnaste vous Camille Ball qui avait participé à la compétition ce week-end de top 12. Mathieu, justement, qu'est-ce que c'est le top 12 ? Le top 12, regardez, c'est très simple, c'est une formule de compétition un petit peu nouvelle, c'est la 2e année sous cette formule. Les 2 clubs s'affrontent sous forme de duel, en fait, 2 gymnastes s'affrontent, celle qui est la meilleure note ramène des points pour son équipe. On passe sur 4 agrès en tout, hein, le sol, la poutre, les barres que vous voyez là, et j'en ai oublié un, c'est lequel ? Poutre, barre, saut et sol, voilà. Et l'équipe de Agno du coup s'est imposée ce week-end contre Lyon, se qualifiant du même coup pour les demi-finales. On aura le temps, on va avoir l'occasion d'en parler. C'est une formule, Camille, en tant qu'athlète, qui est nouvelle, qui est plus sympa, qui change un petit peu. Il y a toujours des notes, évidemment, pour départager les gymnastes, mais qui amène un peu plus de piment. Ça amène de la nouveauté, et puis oui, c'est bien d'avoir un format comme ça en compétition nationale, parce que ça permet de faire autre chose que ce qu'on fait en international. Et puis il y a un peu plus d'adrénaline parce qu'on est plus sur vraiment du duel et c'est maintenant, quoi. Il faut faire mieux que l'autre aussi, c'est quoi. Ça. Comment est-ce qu'on gère justement une équipe comme ça chaque athlète a sa spécialité dans chaque agrès. Comment est-ce que vous gérez l'équipe ? Oui, c'est un petit peu comme ça, mais elles sont quand même toutes généralistes dans l'ensemble. Et en fait, à ce moment-là, c'est plus de la stratégie qui rentre en jeu. En regardant la gymnaste qui passe avant, stratégiquement, on essaye de voir notre meilleur au bar asymétrique, notre meilleur au sol. Et c'est à ce moment-là qu'on fera passer la fille. Parce que vous, en tant qu'entraîneur, il y a l'entraînement qu'on fait tout au long de la semaine sur la partie technique pour préparer les filles, pour apprendre pour monter le niveau. Mais là, c'est vrai qu'il y a un rôle vraiment de coach, de tacticienne. On compose son équipe, on met en face de l'adversaire. Ouais. Jusqu'à quel moment on peut changer en fait la fille qui passe ? On a 10 secondes. Après que la gymnaste en face est passée, on a 10 secondes pour réagir. Donc ça va très vite. Donc c'est de la stratégie qui va vraiment... faut se dépêcher. C'est un nouveau job. C'est un nouveau job, ouais. Mais c'est bien parce que c'est attrayant pour l'entraîneur. Donc du coup, on a un rôle dans ce format-là. L'entraîneur a un rôle. Alors que dans les autres compétitions, dans les autres formats, l'entraîneur, il a fait son boulot. On arrive sur le plateau, c'est la gymnaste qui travaille. Alors que là, c'est une stratégie du coach. Stratégie, et puis du coup, esprit d'équipe, il y a totalement une autre ambiance, j'imagine, durant ce genre de compétition. Ouais, bien sûr, je trouve que ça soude beaucoup l'équipe parce que on doit se préparer mutuellement à passer à n'importe quel moment, et donc on est toutes tout le temps ensemble et on prépare celles qui potentiellement vont passer, quoi. Alors vous avez gagné ce match de championnat, c'était contre Lyon ce samedi après-midi chez vous à Agno. Ça veut dire du coup que vous êtes qualifié pour les demi-finales. Il y aura une demi, c'est quoi l'objectif, l'ambition cette année ? Pour les athlètes d'abord. Là, donc la demi-finale, ce sera contre Meaux, donc très grosse équipe puisque c'est les championnes de France en titre. Dans l'équipe, on a des très grandes gymnastes, dont une finaliste olympique que j'ai côtoyée à l'INSEP. Et puis, donc là, l'objectif, c'est de remporter évidemment pour pouvoir viser le titre en avril. Et puis, voilà, on va donner tout ce qu'on a, quoi. Mais c'est pas impossible. On a de quoi faire. Kelly Kessler, la coach, est d'accord. Il n'y a pas de complexe à avoir. Pas du tout. On y croit. On est prête. Les filles elles sont vraiment soudées, c'est une super équipe qu'on a cette année, donc elles sont motivées et prêtes à affronter
les championnes en titre. Est-ce qu'il y a justement des entraînements particuliers à ce genre de compétition en termes de stratégie? Je sais pas, on les entraîne à être prêtes à tout moment lors d'entraînement. Comment est-ce que vous adaptez à tout ça? C'est exactement ça. Donc la veille de la compétition, on se retrouve tous ensemble et puis on fait un entraînement tous ensemble sur tous les agrès. On essaye un petit peu de voir qui c'est qui est prête pour quel agrès. On discute un petit peu avec les filles, qui c'est qui se sent le mieux aujourd'hui, demain. Enfin, on voit le jour d'avant en fait. On en discute. Camille Ball, vous avez connu le très haut niveau, vous parlez de l'INSEP, le centre de haut niveau français où s'entraînent les meilleures gymnastes françaises. La gym, c'est toujours un des sports les plus chronophages, comme on dit. Enfin, c'est en termes de volume d'entraînement, c'est extrêmement exigeant et surtout à des âges déjà très jeunes. Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé à 6 ans à Guenot, j'avais déjà 15 heures d'entraînement. Et à l'INSEP, on monte jusqu'à 32 heures par semaine. Donc, c'est en plus de la scolarité, oui, parce voilà, qu'on bien est sûr, au collège à côté. On est collège, terminale, lycée. Et donc, faut tenir et ça demande beaucoup de mental, la gym de ce côté-là, parce que faut l'encaisser, quoi. Mais après, on peut pas faire autrement. La gym, c'est de la répétition, donc il y a besoin de ces 30 heures, quoi. Kelly Kistler, c'est une exigence très particulière. Enfin, tous les sports sont exigeants, mais la gymnastique, il y a quand même effectivement cette exigence jeune, déjà chez des jeunes filles qui sont souvent très jeunes. C'est ça en fait, nous on les détecte très jeunes, c'est à l'âge de 6 ans qu'elles rentrent chez nous dans une section sport-études et comme elle dit, moi j'ai entraîné Camille, elle avait 6 ans, elle a démarré au CP chez nous et ouais c'est pas évident parce qu'au final elle se retrouve quand même avec 20 heures d'entraînement, 20-25 heures de gym, donc ça fait des semaines qui sont encore plus grandes qu'un adulte, c'est plus que 35 heures, donc ouais, c'est difficile moralement, mentalement c'est difficile, mais ça les forge pour plus tard aussi. Vous restez toutes les deux avec nous, on continue de dérouler l'actu de ce week-end. On reste dans le handball ? Allez, féminin complètement. On reste chez les filles, je vous emmène du côté de Truchtersheim. Une petite chouchou aussi, les filles de la TH promues en D2 cette saison, qui jouaient à domicile ce vendredi soir. Les images sont de Vincent Bessières. Regardez, ça se passait toujours devant des tribunes bien garnies. Le dernier match de la phase de groupe sans grands enjeux pour les filles de la TH qui étaient d'ores et déjà assurées leur place en play-off, qui avaient donc assuré leur maintien. Ça, c'est le premier vrai bonus de la saison. L'enjeu était pour les filles. En face, en violette, les filles de Sambre, qui elles pouvaient encore espérer accrocher une place en play-off, mais ça ne dépendait pas d'elles. Les filles de la TH, elles en tout cas, ont fait le boulot. Match très offensif à l'image de ce joli lob juste avant la mi-temps qui voit les Alsaciennes en tête. Mais ça s'est plutôt bien passé en seconde période aussi pour les Alsaciennes qui, lors d'un match très débridé où chaque équipe a eu des temps forts et des temps faibles, les filles de la TH qui vont finir par revenir à quelques longueurs des visiteuses, les nordistes, qui elles vont prendre l'avantage d'un petit but à 20 secondes de la fin sur cette action. Il reste alors 10 secondes à jouer, on engage très vite et la passe décisive pour tout là-bas sur l'aile Perrine Pratelli qui arrache au buzzer le match nul. Le bilan du coup cette première phase pour les filles de la TH, 9 victoires, 2 nuls, 3 défaites, c'est parfait pour un promu, elles sont même leaders de leur groupe après la défaite du Havre. On va basculer du coup sur une deuxième partie de saison, les playoffs. Alors elles ne pourront pas monter parce qu'il faut un statut particulier et elles ne sont que promues, puis c'est pas l'ambition du club pour l'instant, mais elles aborderont en tout cas ces playoffs en esprit d'outsider. Écoutez Laura Spetti à ce sujet. De toute façon, on ne peut pas monter. Pour nous, la suite, c'est d'aller là où on peut aller, d'aller chercher le plus de victoires possible et d'être l'outsider de ces playoffs. Ça fait 23 ans qu'il n'y a pas un club alsacien qui s'était maintenu en deuxième division. Aujourd'hui, les joueuses, le staff, les dirigeants, les supporters, les partenaires ont réussi à créer une émulation qui nous amène à le faire. Félicitations à toutes ces personnes-là. Et puis maintenant, le plus dur, c'est de continuer à avancer, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, pour continuer à aller voir ce qui se passe vers le très haut niveau. Mais le très haut niveau, ça nécessite beaucoup d'engagement. Et la suite, ce sera début mars pour les playoffs pour les filles de l'ATH. Le sud de l'actu de ce week-end, Marine, beaucoup de choses. Oui, on repasse sur la glace avec du hockey. Les Tonnerres de Strasbourg jouaient à Paris ce week-end pour le Final Four de la Coupe de France à Paris, à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy. Demi-finale donc contre Amiens, 3e de Ligue Magnus, un gros morceau en face. Mais forcément, comme ça pouvait être attendu, c'était un match un peu à sens unique. Les Gothiques d'Amiens plombent les Strasbourgeois avec un 4-0. L'Étoile Noire marque en fin de match dans les toutes dernières minutes sur ce but. Mais ça ne suffit pas pour changer le résultat. Défaite donc 4-1.
En finale, pour info, Amiens a battu Lyon 3-2, alors que là on voit des images de Sébastien Loeb qui était ce week-end en Suède. Il participait à une manche du championnat du monde. Sa dernière apparition dans le pays, c'était il y a 6 ans. Et contrairement à d'autres pilotes, du coup, il découvrait les tracés, sans compter le peu d'expérience qu'il avait avec sa Hyundai. Ça fait seulement 1 mois qu'il pilote cette voiture. Sébastien Loeb qui termine 7e de la compétition. Désormais, un petit peu de répit pour lui, avant de le revoir fin mars en Corse pour la 4e étape du mondial. Si Sébastien Loeb, ça fait tilt évidemment, parce que la salle où vous matchez la gym s'appelle l'Espace Sébastien Loeb. Je crois même d'ailleurs que son écurie du nord de l'Alsace, c'est un des sponsors du club. Comme quoi, lui, ancien gymnaste, évidemment. Un petit mot de rugby, c'est toujours pas la soupe, c'est toujours la soupe à la grimace du côté du rugby club de Strasbourg. Nouvelle audience au tribunal, le club strasbourgeois pourrait bien disparaître prochainement. Il y avait un match à domicile, du coup, comme à chaque fois, on y va parce qu'on se dit que peut-être c'est la dernière fois qu'on voyait du rugby de haut niveau à Strasbourg, même si certains espoirs sont peut-être encore permis. Regardez, ça se passait ce dimanche après-midi, les joueurs de Julien Chastanet qui eux sur le terrain continuent de faire le job dans cette situation très particulière. Ils recevaient Dole en blanc, le premier essai de Pierra, le talonneur juste avant la mi-temps, essai transformé. Les joueurs font un petit peu comme si, même s'il y a beaucoup de blessés, même s'il y a des points retirés par la fédération, même s'il y a évidemment zéro espoir de monter, on se fait plaisir, on envoie du jeu. Les deux équipes d'ailleurs ont régalé de ce côté-là avec ce bel essai collectif de 80 mètres, les jambes et l'accélération de Théo Parena pour faire le break. 17-3 à ce moment pour les Strasbourgeois, mais Dole, qui est un promu qui tourne bien, va revenir en toute fin de match grâce à 2 jolis essais inscrits notamment par ses Fidjiens. Dole qui revient à 2 longueurs des Strasbourgeois, qui va même obtenir une pénalité à 2 minutes de la fin. La pénalité, si elle passe, évidemment, c'est Dole qui s'impose. Sur le poteau, c'était un signe. Strasbourg, en tout cas sur le terrain, continue de gagner et continue de s'accrocher. Situation en tout cas très pénible à vivre pour les joueurs et leurs entraîneurs qui ne savent toujours pas de quoi leur avenir sera fait. Écoutez justement Émile Broncard, le pilier strasbourgeois. Il y a tout le temps de l'incertitude. On ne sait pas si demain on pourra encore jouer, s'il y a encore un club. Voilà. Donc en fait, on joue juste parce qu'on aime être ensemble. Voilà. C'est clairement un exutoire. Nous, c'est le seul moment qui nous fait du bien, que ce soit les entraînements ou le match. Au moins, on pense à autre chose et on est sur ce qu'on aime le plus et ce sur quoi on doit se concentrer. Affaire à suivre évidemment pour les suites de l'avenir du rugby club de Strasbourg. On termine avec un mot de gymnastique. Kelly Kissler, on rappelle la demi-finale de top 12. Ce sera chez vous en plus, à Haguenau. Oui, à domicile le 2 mars. Donc c'est dans 2 semaines. Tout le monde peut venir, vous êtes les bienvenus. On a besoin de supporters, on a besoin de monde là. Camille Ball, qu'est-ce qu'on fait d'ici là? On s'entraîne toujours, on s'arrête jamais. Là, on n'a plus que 2 semaines pour se préparer à affronter cette grosse équipe, donc on donne tout. On essaye des nouvelles choses dans un laps de temps si court ou non, on bétonne ce qu'on sait faire? Non, là on bétonne plus ce qu'on sait faire, on se focalise sur la qualité plutôt. Très bien, Marine, dernière question, 20 secondes. Moi j'ai une petite question mentale rapidement. Vous étiez blessé pendant 1 an et demi, vous êtes revenu mentalement, qu'est-ce qu'on se dit pour revenir comme ça à haut niveau? C'est surtout le club qui porte, ça m'a donné envie de revenir, surtout parce que l'équipe est jeune et ça fait du bien de leur apporter de l'expérience. Donc moi je suis plutôt sur un côté externe dans l'équipe, j'interviens beaucoup sur le mental justement. Mais c'est surtout pour l'équipe que j'ai eu envie de revenir. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues ce soir. Merci beaucoup Marine. La suite, c'est bien sûr Nicolas Riffel, côté cuisine cette fois-ci. Bon, Philippe, moi, ça fait quelques années que je suis plus venu ici. Et déjà, en premier lieu, il y a eu énormément de changements. Qu'est-ce qui s'est passé ? On nous a donné fonction de reprendre l'établissement. Il y a eu une appel d'offres il y a 1 an et demi. Ouais. On s'est mis dessus, puis avec l'équipe de foires et de salons, puisqu'on faisait les foires et les salons sous le thème de l'Aveyron, Midi-Pyrénées. Je pense que ça plaisait aux élus, puisqu'on était des locomotives sur pas mal de projets. Puis ils nous ont proposé de reprendre l'auberge. On a dit, allez hop, ça va être un gros chantier. Et il y a cette magnifique salle. Ouais. Elle est vraiment marquante, cette salle ici. C'est pour moi le lieu de vie de l'auberge du Zoo. Avant-guerre, c'était l'endroit où tout le monde venait danser ici et l'été sur la 3e terrasse. Ouais. Pendant la guerre, c'était aussi l'endroit où il y avait un certain régime mis en place. Ils s'étaient approprié le lieu et c'était pareil, les gros groupes de musique et c'était aussi l'été dansant. C'est resté la salle de bal, la salle de spectacle, la salle des associations et le restaurant de la ville où on a tous
les mariages, les naissances. Et après, on a travaillé les différents décors en se disant, voilà, on amène les gens sur le zoo, sur le voyage, se servant de l'architecture qui est magnifique. Et on a travaillé un peu sur du comptoir colonial londonien, sri-lankais, chinois. On s'est laissé aller en même temps qu'on peut trouver les animaux dans le zoo. Et puis ton restaurant? Cuisine traditionnelle, régionale et bourgeoise. D'accord. Un grand saut en arrière sur 100 ans en arrière, tu vois. Là, en ce moment, on est sur une carte de gibier, de cerf, de biche. On ne l'a pas lancé trop vite, contrairement à ce que font beaucoup de restaurateurs en septembre, en octobre, tout de suite. Allez hop, viande de chasse. On continue, nous, plutôt sur la châtaigne, le miel, les douceurs d'automne. Et après, on bascule sur les viandes d'hiver, là, depuis un mois. Donc, on travaille vraiment très fort en ce moment avec les viandes de chasse. Jean-Philippe, je te laisse. Je vais rejoindre Seb pour cuisiner le vol au vent. Salut chef. Ça va? Et toi? La forme? Oula. T'as préparé beaucoup de choses. Ouais. Qu'est-ce qu'on va préparer? Alors, surtout, qu'est-ce que tu vas faire? On va faire un vol au vent. Ouais. Donc, cuisine bourgeoise, donc tout ce qui est entre 1900 et 1940, ce qui se faisait beaucoup avant. Donc, on va déjà commencer par faire le feuilleté. On prend une pâte feuilletée, une abaisse tout simple. On va juste à peu près la découper en 3. Alors vol au vent, c'est comme une bouche à la reine en Alsace. Ouais. Nous on l'appelle bouche à la reine, normalement c'est un vol au vent. On l'a juste un peu détourné à notre façon. Ouais. On va le faire en 3 abesses. C'était un plat qui se mangeait en entrée. Nous on l'a fait là maintenant en plat unique. C'est pour 2 personnes la portion qu'on va préparer. Ouais. Étonnamment, on en vend énormément. C'est un plat que les gens... Ouais, c'est un peu le plat signature quoi, du restaurant. C'est ça. Et maintenant tout ça, ça va au four 13 minutes. D'accord. À combien? À 200 degrés. Donc la garniture, c'est on met juste des pommes vapeur. On a lancé un bouillon au safran d'Alsace. Donc c'est la forme de donner comme un œuf ou un ballon de rugby à peu près. Donc les pommes de terre, c'est départ eau froide, 20 minutes. On a des rognons, des riz de veau, c'est déjà une pré-cuisson. On les cuit à basse température. Là on a le poulet de Bresse, on a du foie gras qu'on mettra à la fin, des morilles, la truffe, les écrevisses et les quenelles de brochet. C'était quoi l'idée de départ? Alors l'idée de départ, donc le vol au vent, comme je dis, c'était servi en entrée. Il y avait plusieurs sortes, donc on a rassemblé 3 vols au vent. Il y a un vol au vent à base que d'écrevisses, à base soit que d'abat, d'abat blanc, ou avec de volaille, avec des cuisses de grenouille. D'accord. Donc là l'idée c'était de rassembler tout en un, trouver une recette qui colle, pour faire justement un plat unique. D'accord. On va commencer par ce qui est plus long, donc les grosses pièces. Les quenelles, alors c'est de la chair de brochet, avec des œufs entiers, du sel, de la crème. Ensuite on rajoute les riz de veau, les rognons. Une petite sauteuse à côté, on va démarrer donc la sauce, les échalotes, les morilles. On rajoute le fond de carcasse de poulet de Bresse qu'on a lié et crémé. Maintenant on rajoute les écrevisses. Alors donc là on a le plat de service, on va servir donc le vol au vent. C'est en fonte, il faut que ça soit très chaud, sinon la masse incroyable. Super vite. Donc 10 minutes au four, pareil pour finir avec le vol au vent. On va juste découper le chapeau. Donc pour le dressage, on met déjà une partie de la sauce vu que le plat est chaud. Voilà. On dresse de façon à ce que ça soit facile à servir une fois qu'on est à table. On va juste garder les riz de veau et les morilles qu'on va mettre à l'intérieur. Donc c'est pas assez consistant, on rajoute du foie gras. On rajoute un peu de la truffe. Et voilà, c'est terminé.